Bonsoir. Peter Singer, La libération animale, ça a été un livre pionnier en 75. J'ai quand même envie de vous poser une question. Est-ce que vous portez du cuir ou de la laine? Des vêtements en cuir ou en laine? Non, absolument pas. Je ne porte pas de cuir. J'ai des chaussures en cuir synthétique, mais c'est tout. Et j'ai pas de laine non plus. Vous êtes au pays de la gastronomie. Avez-vous mangé du lait cru, des escargots de Bourgogne ou du poulet, des merveilleuses poules de Bresse? Ou êtes-vous végétarien, voire même vegan, Peter Singer? Je suis un vegan flexible, c'est-à-dire que je suis principalement vegan, mais parfois quand je voyage c'est un petit peu compliqué, c'est le cas notamment en France, et là je m'adapte et je deviens végétarien. Pour moi ce n'est pas vraiment un principe ou une religion, je veux juste minimiser l'appui que je peux apporter à l'industrie agroalimentaire qui inflige de grandes souffrances aux animaux. Très bien. Votre portrait, et après votre portrait, on va parler de vous, mais aussi d'Henri Spira, un type génial. Mais d'abord, votre portrait, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, réalisé par Fred Tanvier. Regardez. En tapant votre nom sur Internet, Peter Singer, impossible d'échapper à la libération animale. Titre de votre best-seller, paru en 1975, ce livre traduit dans une vingtaine de langues deviendra un peu une bible pour tous ceux prêts à épouser la cause animale. Plus généralement, il permet à une génération de changer de regard sur la souffrance des bêtes qui nous entourent. On ne parle pas de ces petites bêtes-là, mais plutôt de celles-là. Ou encore de celles qui ont tendance à finir dans nos assiettes. À l'époque, vous démocratisez en effet le concept de spécisme défini comme la discrimination entre les espèces, une forme de racisme induisant la suprématie de l'espèce humaine. Mais avant d'être un pionnier dans la réflexion éthique sur la question animale, vous étudiez la philosophie. À Melbourne, nous sommes dans les années 60. Vous rejoignez ensuite l'université d'Oxford. Et un repas en compagnie d'un végétarien va déclencher une prise de conscience. Désormais dans votre assiette, adieu vos vaches cochons. En revanche, vous nourrissez la polémique en prenant des positions radicales à l'aube des années 80. Vous défendez notamment l'infanticide sur des bébés lourdement handicapés, et ce jusqu'à 28 jours après leur naissance. Hi, I'm Peter Singer. Vous ne voyez pas d'un mauvais œil le principe de l'euthanasie aux personnes souffrant d'handicap psychiatrique. Oui, radical. Hi, I'm Peter Singer. Cela n'empêche pas Time Magazine de vous classer en 2005 comme le philosophe vivant le plus influent. Et aujourd'hui, avec ce livre, vous nous racontez l'histoire d'Henri Spira, militant des droits des animaux, capable de faire plier à lui tout seul des firmes aussi puissantes que Revlon ou McDonald's grâce à une méthode. Théorie du tube de dentifrice. Et selon vous, Peter Singer, notre façon de manger a-t-elle plus d'impact politique que notre façon de voter ? Peter Singer, est-ce que notre façon de manger a plus d'impact que notre vote, notre bulletin de vote dans l'urne ? Je pense que ce sur quoi on dépense notre argent, c'est une manière de voter. On vote tous les jours quand on va au supermarché. Donc je pense que c'est plus important, en effet, que d'aller voter une fois tous les 4 ans. Et parfois d'ailleurs, il n'y a aucune différence. Alors qu'au supermarché, on peut faire une différence tous les jours. Alors, ce livre, vous l'avez écrit en 98, il vient de paraître en français avec ce titre génial et cette théorie formidable du tube de dentifrice. Ça veut dire quoi? C'était un activiste américain formidable qui considérait que pour agir contre les multinationales qui faisaient du mal aux animaux, il fallait à la fois faire pression et trouver des solutions. C'est ça? L'un n'allait pas sans l'autre, la pression et la solution? Oui, absolument. C'est-à-dire que c'est une théorie qui se découpe en 2 étapes. Tout d'abord, s'il faut faire sortir le dentifrice du tube, il faut d'abord se poser la question de quelle mesure est-ce que ce tube est bloqué et jusqu'où est-ce qu'on peut y apposer une pression. Et la plupart des militants ne réfléchissent pas à l'obturation. Revlon. Oui, alors précisément là, Henri Spira avait des documents qui montraient que Revlon faisait des essais chimiques sur des lapins avec des produits chimiques qu'on leur mettait dans les yeux qui pouvaient brûler leur rétine. Évidemment, il n'y avait pas d'anesthésie. Donc Henri Spira a dit à Revlon, il faut maintenant interrompre ces essais-là. Et il s'est rendu compte
que, au titre de la loi américaine de l'époque, si on ne faisait pas ces tests sur les animaux, alors ils ne pouvaient pas être mis sur le marché. C'était le seul moyen de faire en sorte que ces produits étaient sûrs pour la consommation humaine. Donc là, c'était un blocage, peu importe la pression que l'on pouvait mettre sur Revlon, on ne pouvait pas vendre ces produits-là. Donc, au lieu de cela, il a contourné la question et il a proposé que 0,1% du chiffre d'affaires soit mis de côté pour pouvoir développer des solutions, des substituts à ce test-là. Et ensuite, il a rallié à sa cause l'opinion publique avec une publication dans le New York Times. Et ensuite, le changement a pu intervenir. Et puis, ces expériences ont pu être interrompues. D'autres exemples, mais on n'a pas le temps de les nommer. Mais effectivement, il a été génial en étant constructif dans son militantisme et son activisme. En France, une association extrêmement célèbre qui lutte contre la maltraitance dans les abattoirs se réclame d'Henry Spira, c'est L214. Vous les connaissez? Vous connaissez leur travail? Oui, absolument, je les connais très bien, je connais bien leur travail. Quelle est la solution à cette maltraitance dans les abattoirs? Est-ce que c'est la fin des animaux d'élevage, le végétarisme pour tous? Quelle est la solution? Écoutez, la solution ultime, en effet, c'est de ne plus avoir à abattre du bétail pour se nourrir. On pourra, par exemple, créer de la nourriture en laboratoire. Peut-être qu'on pourra aussi faire pousser des plantes qui auront la même consistance, le même goût que la viande. Mais Henry nous disait que même si on ne peut pas y arriver tout de suite, il faut procéder pas à pas et voir comment on peut aider la cause animale. Alors, pas seulement à l'abattoir, mais au fil de leur vie. Et il, lui, se concentrait sur toutes les différentes étapes. Comment veiller à ce que ces animaux ne finissent pas dans des fermes-usines, qu'ils aient des vies plus naturelles, qu'ils ne soient pas dans des hangars. Eric. Peter Singer, dans votre livre, vous dites que vous êtes antispéciste parce que le sexisme, c'est analogue au racisme, à l'homophobie, au sexisme. Est-ce que vous pensez que pour défendre les animaux, eh bien, il faudrait encourager une campagne planétaire, un peu comme le mouvement MeToo qu'on a vu depuis 1 an pour lutter contre la ségrégation des femmes? Eh bien, écoutez, je pense que ce serait excellent si ces idées-là pouvaient être entendues au niveau mondial, notamment la consommation de viande en Chine. J'y vais d'ailleurs au mois d'août puisque mon livre va être traduit en chinois. Je vais donc faire la promotion de ce livre et essayer de rallier un maximum de personnes à ma cause dans ce pays. Les traditions bouddhiques indiquent une compassion envers les animaux. Donc je pense que c'est possible au niveau mondial. Peter Singer, les animaux doivent avoir plus de droits ou les humains plus d'obligations vis-à-vis des animaux? Quel est votre sentiment? J'ai plutôt tendance à ne pas beaucoup parler de droits des animaux. Je pense que c'est bien pour les campagnes, c'est un slogan qui marque bien. Mais en tant que philosophe, pour pouvoir argumenter et savoir quels êtres ont des droits et lesquels n'en ont pas, lesquels ont des devoirs, ce n'est pas évident. Seuls ceux qui ont des devoirs peuvent avoir des droits. Mais alors qu'en est-il des enfants, par exemple? Ils n'ont pas de devoirs. Ont-ils pour autant le droit à exercer leurs droits? Moi, je pense tout simplement qu'il ne faut pas faire souffrir les animaux, ni plus qu'il faut faire souffrir les humains. Et je pense que si on pouvait tous atteindre ce point-là, on serait déjà bien avancé. On va parler avec vous, Lord, aussi des partis politiques animalistes. Partis animalistes. Effectivement, parce qu'il en existe un en France pour défendre le droit des animaux. Il a été créé en 2016, il est donc tout récent, mais malgré son jeune âge, eh bien, il a déjà réussi à présenter aux élections législatives de 2017 pas moins de 147 candidats. Et il s'est fait remarquer notamment par ses affiches électorales qui représentaient non pas les têtes des candidats, mais des petits chats tout mignons. Alors, il a fait un tout petit score, 1,10% au niveau national, pas de député donc en France pour l'instant, mais sa prochaine étape, eh bien, ce sont les élections européennes de 2019 avec une alliance, ils espèrent, avec les autres partis animalistes européens parce que en Europe, il y a d'autres partis animalistes dans plusieurs pays et souvent avec succès. Aux Pays-Bas, le Parti pour les animaux a obtenu 5 sièges au Parlement. Au Portugal, 1 député. En Espagne, pas d'élu, mais des résultats en constante augmentation. Et en Belgique, il y a même un ministre du bien-être animal qui a été notamment moteur pour réglementer l'abattage rituel. Alors,
Peter Singer, est-ce que la cause animale doit passer par ce type de parti très spécialisé ou est-ce que ce sont tous les partis politiques qui doivent prendre leur part de ce sujet ? Je pense que la réponse dépend vraiment du système du vote, du système politique. Aux Pays-Bas, c'est relativement facile d'entrer dans le Parlement. Donc je pense que d'avoir ce type de parti-là est tout à fait justifié. Mais au Royaume-Uni ou encore aux États-Unis, je pense que ce ne serait pas opportun parce que ça retirerait des voix aux partis majoritaires qui, eux, pourraient vraiment défendre les animaux. Donc, avec ces systèmes-là, on ne pourrait pas être élu ou on ne pourrait pas rentrer au Parlement. Donc, en effet, je pense que là où c'est opportun, là où le système le permet, il faut tout faire. L'alliance au niveau européen, par exemple, c'est intéressant. Mais sinon, il vaut mieux infiltrer les grands partis et essayer d'orienter leur politique. Peter Singer, il y a une alternative et comme vous êtes philosophe, vous savez laquelle elle est puisque c'était le sujet de votre thèse de philosophe, la désobéissance civile qui a été théorisée il y a un siècle et demi aux États-Unis. Vous êtes pour la désobéissance civile si ça n'aboutit pas suffisamment vite, cette révolution du droit animal, enfin de la libération animale ? Écoutez, c'est vrai que j'ai appuyé cela dans de nombreuses occasions. Dès lors que je sais qu'on peut rallier l'opinion publique à notre cause, mais c'est parfois difficile de porter ce message-là. Donc la désobéissance peut être justifiée dans ce type de contexte, mais il faut que ce soit une désobéissance civique. Je suis évidemment contre la violence. Je pense que c'est contre-productif. Et Henry Spira était évidemment du même avis. Merci Peter Singer d'être venu évoquer la cause animale et votre ami l'activiste américain Henry Spira avec ce bouquin absolument formidable qui explique comment faire avancer les choses pas à pas. La théorie du tube de dentifrice aux éditions Goutte d'Or. Excellents jeunes éditeurs. Merci encore. Et puis je rappelle La Libération animale, le bouquin de 1975 régulièrement réédité.